Et c'est parti, troisième cours de la journée organisé par Midreshet Yehuda, Manitou et Lilmod, spécial Pessah. Et le Rav Eitan Fison fait une surprise. Bon, je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais je crois que c'est lié à la fête. La question est la suivante. Excusez-moi, Johan. Ah oui. Et bien évidemment, oui. Ce cours est l'Elou Nishmat. Je vais vous le dire tout de suite. Le cours est l'Elou Nishmat, le frère de Madame Sidoun, Yosef Gérard Ben Chana Clémentine Veshalom Senouf. L'Elou Nishmato. Il est niftar pendant Pessah, mais comme il n'y aura pas de cours pendant Pessah, on est magdish ce cours-là. Voilà. Top. Alors les amis, avant de commencer le cours, j'ai une vraie question importante à vous demander. Et en vrai, vous êtes obligés de me répondre parce que c'est ça qui va déterminer le cours. Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi mon cours de ce matin? Comme ça, si oui, je ne fais pas le même. Non. Il y a Ali qui a levé la main, je crois. C'est ça? Moi aussi. Ouais, c'est fichu. Il y en a plus de deux qui ont vu le cours. Moi, j'ai vu le cours ce matin. J'étais là. Très bien. Alors, on fait un autre On n'a pas entendu, on n'a pas écouté le cours. S'il était bien, c'est dommage. Exceptionnel. Ah bah oui, on ne va pas le refaire. Si vous avez pas entendu. Mais ça, de toute façon, il est déjà mis en ligne sur ton site, sur ton, voilà. sur ton Donc, YouTube. il est déjà mis en ligne. Donc, toi, tu l'as entendu. Exact. Yofi. Parce que moi, je vois. Bon, alors, on ne va pas refaire le même cours, mais pourra-t-on avoir tous ces cours en vidéo avant mercredi? Il paraît que celui que j'ai donné ce matin, il est déjà en ligne. Donc, vous pourrez le retrouver. Maintenant, la deuxième question est la suivante. Je vois que Johan est dans ses courses, donc ça ne va pas le déranger. Mais Alex, toi, tu étais là à mon cours de hier. Et la question, c'est est-ce que je refais le même cours que j'ai fait hier? Et je pense que tu peux. À part Alex, je ne crois pas que tu as d'autres fans. Génial. Comment tu sais? Moi, je sais, j'ai entendu. Ah bon? J'ai mes rendez-vous, j'ai mes renseignements généraux. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que Alex, il peut aller se balader. Trop loin de chez moi. Mais la question, c'est est-ce que tu m'en veux pas si je fais le même, Alex? Je peux te réécouter autant de fois. Moi, je suis d'accord, mais tu lances des petits ridouchim, des petites choses que tu as oubliées, que tu rajoutes. Non, toi, tu fais tes courses, de toute façon. Tom, Bessaïder. Ok. Bessaïder, alors je suis en train de me tâter. Est-ce que finalement, je ne fais pas un autre truc complètement et on est complètement fou? Je ne sais pas. Tom, Robotaille, c'est toujours bien de réécouter. Non, mais quoi? Non, mais c'est bien. Moi, je l'ai raté hier. Alors, c'est très bien. C'est Mme Sidoun qui vous parle. Bon, pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol? Dis-le nous. Non. Alors, Bessaïder, on ne va pas mettre l'accent là-dessus. Bon, Bessaïder, alors Robotaille, allons-y, on est parti pour la fête de Pessah et on va essayer de se concentrer aujourd'hui sur un élément primordial pour notre participation à la Géoula. Donc, je vais commencer tout simplement par passer un savon à notre minag, à pratiquement la majorité d'entre nous. Parce que soit on est Ashkénaze, soit on est séfarades qui ont grandi en France et donc qui ont été influencés par les Ashkénazim depuis les années 50. Et donc, l'écrasante majorité des Juifs de France, si je ne m'abuse, ne mangent pas de matzot rakot. C'est-à-dire ne mangent pas de matzot molles. Vous savez, des espèces de lafot. Quand vous allez dans les supermarchés aujourd'hui, vous pouvez, à la section surgelée, acheter des matzot qui sont congelés, mais qui, en fait, lorsqu'elles décongèlent, sont des matzot en mode lafa. C'est les matzot des Thémanim, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de Sfaradim qui mangent ça. Mais nous, on n'a pas l'habitude de manger ça, parce que nous, on a l'habitude de manger une autre matzah, qui n'est autre que ce que la halacha va appeler Piktim amefuchamim. C'est-à-dire, la halacha va nous appeler ça des
des crackers. Voilà. C'est-à-dire des espèces de trucs très, 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 très fins qui vont vers les charbons ardents puisque toutes nos matzot, elles sont un peu cramoisies. Hein, dans toutes nos matzot, il y a un peu de noir sur la matzah. Et pourquoi est-ce que c'est cramé? Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très fin et ça va dans une température extrêmement élevée et ça reste trop longtemps. Tout ça pour que ce soit évidemment pas chametz. Sauf que, et c'est là qu'on va devoir commencer à se poser des bonnes questions. Je vais plus vite que Shabbat sur la partie halachique et vous allez comprendre parce qu'on va aller sur d'autres choses après. La grande question aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait ces matzot-là? C'est parce qu'on a tellement peur du chametz qu'on a arrêté, depuis l'invention de l'industrialisation, on a arrêté de faire ce qu'on a toujours fait, toujours depuis Moshe Rabbeinu, à savoir de se lever le matin de Pessah, tous les jours, et de faire des matzot. Eh oui, ce qui a toujours existé jusqu'à l'invention de l'industrialisation, c'est qu'on faisait les matzot le matin même pour la journée. Ou alors, quand je parle de matzat mitzvah, c'est-à-dire la matzah qu'on va manger le soir du Seder, nous dit la halakha dans le Shulchan Aruch que le moment où il faut faire cette matzah-là, c'est l'après-midi, après Chatzot, la veille de Pessah. C'est-à-dire quelques heures avant le Seder. C'est à ce moment-là qu'on fait la matzah. Évidemment, personne ne le fait. Parce que nous, on a l'habitude d'acheter nos matzot déjà 3 semaines avant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai dans ma communauté quelqu'un qui travaille, qui est le responsable un des responsables de la production chez Matzot Yehuda, qui nous a dit que les matzot pour Pessah, ils commencent à les faire en juillet. Ah ben, on est sacrément avant la fête. Quel est le problème? Le problème, il est que lorsque vous faites une matzah, comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire, tu prends de la farine, de l'eau, tu fais une pita qui n'a pas levé et tu la mets sur le taboun, eh bien, ça va vous sortir quelque chose de mou, de mangeable, de très bon pendant quelques heures. Seulement après, ça deviendra dur comme de la pierre. Quand vous avez des enfants qui vont faire des pitotes dans des excursions, tout ça, et qui ramènent les restes à la maison, ça devient immangeable après. Parce qu'une pâte qui n'a pas levé, si tu la cuis, eh bien, elle va devenir très rapidement immangeable. Ça ne se garde pas. Ah, les crackers que nous, on mange comme matzah, ça se garde des années. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on avait l'habitude de prendre à l'époque. Pourquoi on s'est mis à faire ce genre de choses? Parce qu'on a peur du chametz. Mais c'est là qu'il va falloir commencer à se poser la vraie question. D'après la halakha, seules 5 céréales, vous le savez, sont propices à faire de la matzah. C'est le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Ken, chita, seora, kousmin, shibolet choual et chiffon. Alors, ce sont les 5 éléments qui sont les seuls propices à faire. Pourquoi? Eh bien, nous dit tout simplement le Talmud, parce que ce sont les seuls qui sont capables, enfin, qui peuvent devenir chametz. C'est-à-dire que, biologiquement parlant, vous prenez de la farine de riz, vous lui mettez de l'eau, ça va faire une pâte, mais elle ne gonflera pas. Elle ne peut pas devenir chametz. Pareil pour la farine de patate, pareil pour la farine de maïs, ça ne peut pas devenir chametz. Puisque ça ne peut pas devenir chametz, alors ça peut être de la matzah. Alors ça ne peut pas être de la matzah. Seul quelque chose, nous dit Rabbi Ishmael dans le Talmud, seul quelque chose qui peut devenir chametz peut devenir de la matzah. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la matzah qui est
faite avec des jus de fruits, ou du vin, ou des œufs, matzah ashira comme nous on dit, eh bien, c'est pas cachère pour la Seder. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas devenir chametz, nous dit le Talmud. Donc, ça ne peut pas être matzah. Pourquoi les Ashkenazim, eux, ils ne prennent pas du tout la matzah ashira? C'est parce qu'ils ont peur que, au-delà du jus de fruits, on y ait mis également de l'eau, et à ce moment-là, le Talmud nous dit ça rend chametz encore plus vite. Donc, ils ont peur de ne pas gérer. Mais à l'origine, de la farine, du blé, enfin oui, de la farine qui a été mélangée avec mes pérotes, ça ne peut pas devenir chametz, donc ça ne peut pas être matzah. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi, pour devenir matzah, il faut que tu aies la possibilité d'être chametz? Oui? Une question? Non. Ok. Donc pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple. Nous dit Achacham Alexandri, dans le Talmud, dans le traité de Brachot. Il fait une tfila à Kadosh Baruch Hu, il lui dit Galui ve'yadua lefanecha sheretzoni la'asot retzoncha. Tu sais très bien que j'ai envie de faire ta volonté, Dieu. Aval ma monea, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est or shebaïsa. Le chametz qu'il y a dans la pâte. Voilà ce qu'il nous dit. C'est ça qui m'empêche de me connecter à toi véritablement. Ah, c'est pas très clair. Rashi va nous dire dans cette histoire du Talmud que c'est or Sheba Issa, c'est le Yetzer Hara. En d'autres termes, qu'est-ce qui m'empêche de me connecter véritablement à toi, Dieu? C'est mon Yetzer Hara. Ah. Donc ça voudrait dire quoi? Eh bien, ça voudrait dire que si quelqu'un pense qu'il peut faire une matzah de quelque chose qui ne peut pas être chametz, donc une matzah super cachère, une matzah qui ne pourrait jamais poser problème, qui serait tout le temps matzah, eh bien on te dit c'est pas cachère. Parce qu'en fait, quelqu'un qui n'aurait pas d'Yetzer Hara, il n'aurait pas de vie. C'est ce que nous a dit le Rav Rehem HaKohen, le Rosh Yeshiva de Otniel, lorsqu'il nous a dit il y a beaucoup de problèmes dans les mœurs aujourd'hui, dans le 21e siècle. On voit à la télé, machin. Alors il propose, pour régler le problème, chaque bébé garçon qui naît, alors on ne le jette pas au fleuve comme Pharaon, mais on le stérilise. Petite vasectomie dès que les enfants naissent. Et évidemment, tout le monde s'est offusqué. Comment? Qu'est-ce que... Il dit, ben voilà, vous avez quoi? Vous êtes en train de me dire qu'il faut détruire le Yetzer Hara. Eh bien, allons-y. Stérilisons tous les enfants. Seulement, si on fait ça, ils n'auront plus envie d'avoir des relations et tout ce que vous voulez, peut-être. Enfin, je ne sais pas si la vasectomie, ça enlève le désir, ça, j'en sais rien. Mais peut-être qu'il faut faire autre chose. Non, la vasectomie, ça empêche juste la reproduction. Mais disons qu'on fait un truc chimique qui enlève tout le désir. Comme ça, il n'y aura plus de problème de harayot. Mais d'accord, mais il n'y aura plus non plus de vie. Et donc, par rapport au Yetzer Hara, le Yetzer Hara n'est absolument pas le mauvais penchant. Il est, comme nous enseigne le Rav Ashlag, il est la volonté de recevoir la vie. C'est ça la définition du Yetzer Hara, les amis. La volonté de recevoir la vie. C'est fondamental qu'on en ait. Seulement, évidemment, on ne peut pas le laisser aux commandes de notre vie. Parce que si on dit que le Yetzer Hara, c'est lui qui commande toute notre vie, ben à ce moment-là, on va vouloir que recevoir. Et on sera des égoïstes et des rechaïm. Le Yetzer Tov, c'est l'inverse du Yetzer Hara. Donc, si le Yetzer Hara, c'est la volonté de recevoir la vie, le Yetzer Tov, que je vous rappelle, rentre dans l'homme à l'âge de 13 ans ou 12 ans pour les filles, par mitzvah, bat mitzvah, c'est l'âge où, physiologiquement parlant, de manière générale, l'homme peut commencer à donner la vie. En d'autres termes, le Yetzer Tov, c'est la volonté de donner la vie.
Si le Yetzer Hara, c'est la volonté de recevoir la vie, Yetzer Tov, c'est la volonté de donner la vie. Ah. Donc, ça veut dire que le Yetzer Hara doit être au service du Yetzer Tov. Nous dit le Rav Ashlag, on doit recevoir pour donner. Non pas comme le rachat qui veut recevoir pour recevoir, pas non plus comme l'enfant qui donne pour recevoir, pas non plus comme l'adolescent qui pense qu'il peut être uniquement dans le don, idéaliste, mais l'adulte comprend qu'il doit recevoir pour pouvoir donner. Mais les amis, c'est exactement de cela dont on parle. En vérité, le Rav Cherki, lui, dit recevoir pour donner. Mais le Rav Ashlag, il a une autre terminologie. Il dit recevoir les kabel almenat leashpia. Non pas almenat la tête, et là almenat leashpia. J'ai été vérifié, ce que j'ai dit hier, almenat la tête, et quelqu'un m'a fait remarquer que le Rav Ashlag, lui, il utilise le terme leashpia. Recevoir pour pouvoir non seulement redonner, mais pour pouvoir influencer. En d'autres termes, la matzah, pour qu'elle puisse être matzah, elle doit avoir eu la possibilité d'être chametz. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait eu la possibilité d'un Yetzer Hara qui prend le pas, qui prend la domination, et non, tu as réussi à toi garder le contrôle et utiliser ton Yetzer Hara pour le bien. Les amis, cette dimension-là de la matzah, qui ne peut être matzah que si elle peut être chametz, c'est ma dimension à moi à Pessah. Akadosh Baruch Hu, évidemment, lui n'a pas d'Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il est top, il est génial. Et tout ce qu'il fait, c'est top, c'est génial. Résultat des courses, il est évident que ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est mieux que ce que moi je fais. C'est mieux fait, c'est sans accord, sans accroc, sans défaut. Aval, Zegam Katan. Zegam Katan Meod. Parce qu'en vrai, que Akadosh Baruch Hu soit capable d'ouvrir la mer, Zelo Chidush. Qu'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde soit capable d'envoyer les diplés, Zelo Chidush. Mais qu'Akadosh Baruch Hu fasse confiance à sa créature pour continuer son boulot, Zé Gadol. Vous savez comme moi que Shabbat, le mot Shabbat en hébreu, c'est Nekeva. C'est du féminin. Shabbat, Shabbatot. Donc, quand on dit Shabbat Agadol, qu'on a vécu ensemble hier, est-ce que il s'agit de, si on devait traduire, est-ce qu'on pourrait traduire le grand Shabbat? Tchouva Ilo. Parce qu'à ce moment-là, on aurait dû dire Shabbat Agdola. Et là, quand on dit Shabbat Shuvah, c'est en référence avec la Haftara de Shuvah Israël. Mais certains vont dire que c'est en référence avec la Teshuvah. Donc, c'est traduction, si on traduit, c'est le Shabbat de la Teshuvah. Shabbat Hagadol, c'est un Shabbat Shel Hagadol. C'est le Shabbat du Gadol. Vemise Hagadol. Eh bien, d'un côté, évidemment, Lecha Hashem Agedula, Ve'agevura, Ve'atiferet, Ve'anetzach, Ve'ahod, qui est appelé Gadol, Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora. Hagadol, c'est Dieu, c'est Ribono Shel Olam. Donc, Shabbat Agadol, c'est le Shabbat Shel Hagadol, de Dieu. Oui, mais attention, Gadol, Gedula, c'est aussi Midata Chesed.
Quand on dit Lecha Hashem Hagedula, Ve'Hagevura, Ve'Hatiferet, Ve'Hanetzar, Ve'Hahod, vous entendez ici les Sphirot. Hagedula, c'est Midat HaChesed. Ainsi donc, Beshabbat Hagadol, Dieu, Hagadol, Ose lanu Chesed. Eze Chesed. Eh bien, il fait le Chesed de nous faire confiance. Et il nous fait devenir Gdolim. En quoi il nous fait devenir Gdolim? Nous dit le Khatam, pas le Khatam, le Sfat Emet, le Rabbi de Gour, nous dit, il nous fait devenir Gdolim parce que c'est le jour de Shabbat Hagadol, c'est-à-dire le Shabbat avant la sortie d'Égypte, que nous avons reçu la mitzvah de prendre l'agneau, Dieu des Égyptiens, et de l'accrocher à notre lit. Nous dit le Sfat Emet, c'est la première fois que Am Israël a reçu une mitzvah à faire. En d'autres termes, c'est la première fois où le peuple juif devient bar mitzvah. Il est bar mitzvah, c'est la première fois qu'il a reçu une mitzvah à faire. Mishru ukru lachem tzon mishpechotechem veshachatu pasach. En d'autres termes, eh bien, on vient nous dire, Ribono shel olam, toda, maintenant je suis gadol, tu me fais confiance. Ça y est, maintenant je vais pouvoir moi bosser. Ze chesed gadol, chez la gadol, de me laisser devenir gadol. Et donc, lorsqu'on va regarder dans le Talmud et qu'on va nous demander c'est quoi Shabbat Hagadol, on va te dire c'est parce qu'il y a eu un grand miracle. Quoi? Eh bien, que les Bnei Israël ont pris l'agneau et que les Égyptiens n'ont rien pu faire. Le miracle, il est où? Il est dans le fait que ce sont les Bnei Israël qui ont pris l'agneau. Pas comme Dieu, il a fait une plaie où il a tué tous les agneaux d'Égypte. Ça aurait été mieux fait. Mais ça aurait été katane. À tel point, il faut prendre conscience que la grandeur, c'est qu'on a reçu la grandeur. C'est que Dieu nous fait confiance. Nachon, on peut devenir Chametz. Nachon, on peut devenir des gens qui ne font pas ce qu'il faut. Mais Dieu nous fait confiance qu'on peut devenir aussi des gens bien. Shabbat Hagadol, le fait qu'on nous ait fait confiance, le Khatam Sofer va nous expliquer qu'il y a un autre miracle qui a eu lieu le 10 Nissan. Le 10 Nissan, c'était également le moment où on a traversé le Jourdain avec Yehoshua. Et il y a eu le miracle où Dieu a arrêté la course du Jourdain. Ça s'est passé le 10 Nissan également. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé que le moment qu'on allait marquer à Shabbat Hagadol, c'était Shabbat Hagadol, on aurait dû dire c'est le 10 Nissan. D'habitude, les fêtes juives, elles sont symbolisées par leur date, pas par le jour où ça tombe, puisque nous avons un calendrier lunaire et solaire, donc ça change les jours. Donc pourquoi on n'a pas dit qu'il fallait faire le 10 Nissan Gadol? Parce que tu aurais pu penser que c'est en rapport avec le miracle de l'ouverture du Jourdain. Le fait qu'on relie tout à Shabbat, avant Pessah, ça nous fait prendre conscience que l'idée, c'est véritablement qu'à ce moment-là, il y a eu un grand miracle. Et ce grand miracle, c'est que nous, les Béné Israël, eh bien, on a bossé. On a fait quelque chose. En d'autres termes, à Botaï, la grandeur de Pessah, de notre préparation à Pessah, j'allais dire, c'est que c'est nous qui préparons Pessah. La grandeur d'arriver le soir du Seder, c'est lorsque Hagadol peut s'asseoir à table et voir les jeunes, la nouvelle génération, gérer le Seder. Eze nachat. Quel j'allais dire, simcha, lorsque le grand-père, l'arrière-grand-père, a vu que son boulot a été bien effectué lorsqu'autour de sa table, ou Hagadol, mais c'est les autres qui deviennent des Gdolim. Les amis, il y a une dimension que je n'ai pas évoquée hier, que je n'ai pas évoquée ce matin et que j'aimerais évoquer avec vous.
l'essentiel de la fête de Pessah, c'est comme son nom l'indique, le Korban Pessah. Et sans rentrer dans le détail de pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui alors qu'on devrait, qu'est-ce qui nous apporte le Korban Pessah? Korban Pessah, il nous apporte quelque chose de fondamental. Tu ramènes un morceau de Beth Amikdash à la maison. Le Korban Pessah, il a un statut particulier parmi les Korbanot. Il est moitié un Korban public et moitié un Korban privé. Il a des éléments de Kodshe Kodashim et des éléments de Kadashim Kalim, pour ceux à qui ça parle, la différence dans les Korbanot. Le Korban Pessah, c'est un morceau de Beth Amikdash que tu ramènes chez toi. Sauf que qu'est-ce qui se passe lorsque tu ramènes un morceau de Beth Amikdash chez toi? Vous savez, dans le français, dans les traductions, on assimile beaucoup le mot Dusha au mot Tahara. Et c'est une terrible erreur. Le mot Kedusha et le mot pureté n'ont rien à voir. Et pour une raison très simple. Il y a un opposé à la Tahara. L'opposé à la Tahara, c'est la Touma. Zenachon. Et lorsqu'il y a Tahor qui touche Tamé, celui qui gagne, c'est Tamé. Aval, il n'y a pas d'inverse, il n'y a pas d'opposant à la Kedusha. Il n'y a aucun mot en hébreu qui est l'inverse de la Kedusha. Et non, ne me dites pas Chol. Car comme vous le savez, le mot Chol ne veut pas dire profane, mais veut dire lachoul, résider. Le Chol, c'est l'endroit où le Kodesh ou la Kedusha peut résider. En d'autres termes, il n'y a pas d'inverse à la Kedusha. Et là où, s'il y a contact entre Touma et Tahara, c'est la Touma qui gagne, nous dit le verset, Kol hanogea bamizbeach yigdash. C'est que lorsqu'il y a pas Kadosh qui touche Kadosh, il devient Kadosh. Parce que le pas Kadosh n'est pas l'alter ego du Kadosh. Il est tout simplement en étape pour devenir Kadosh. Et donc, lorsque je ramène mon morceau de Korban Pesach à la maison, Ani Mitkadesh. Je deviens grand. Je deviens Kadosh. La fête de Pessah, c'est le moment dans la vie du peuple juif où je décide que je ne suis plus celui qui attend que les choses se fassent, mais je suis celui qui fait les choses. C'est toute la différence entre le Chacham, le Racha, le Tam et le Sheino Yodea Lishol. Je ne vais pas remettre en cause tout ce qu'on a toujours appris. D'habitude, on dit que le Chacham, c'est lui le meilleur. Le Racha, c'est le pas gentil. Le Tam, c'est le bon, ça va, passe. Et le Sheino Yodea Lishol, c'est le misken. Mais j'aimerais que, à la lumière de ce qu'on vient de voir ensemble, qu'on comprenne que ce ne sont pas du tout forcément ce qu'on doit mettre sur les têtes de chacun. Ha-chacham ou l'omed. Le chacham, il étudie. Il apprend à être gadol. On lui a appris Edot, Chukim ou Mishpatim. Et donc le chacham, il est au top au niveau de la théorie. Le problème,
c'est que maintenant, cette théorie, on va lui demander de la mettre en pratique. Et lorsqu'il va mettre la théorie en pratique, il devient le rachat. Pourquoi il devient le rachat? Ma avoda azot lachem. Toute cette belle théorie, est-ce qu'on arrive à la traduire en pratique? Et on la met de côté. Posons-nous les bonnes questions, les amis. Posons-nous les bonnes questions. Et non, je ne suis pas un activiste du temple. Je ne suis qu'un simple juif qui essaye de lire la Torah. Nous n'avons aucune raison valable de ne pas faire le Korban Pessah cette année. Nous devrions, chas v'shalom, être tous Rayav Karet si on ne fait pas le Korban Pessah. Vous allez me dire, mais comment tu dis ça? C'est pas possible de faire le Korban Pessah. Vous savez, il y a 200 ans, la question a été posée au Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. On lui a demandé pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le Korban Pessah aujourd'hui? Et alors que tout le monde s'attendait à des explications halachiques, qu'on est tamé, on ne sait pas où est le misbéach, tout ça, il n'a dit rien du tout. La Touma, quand tout le monde est tamé, c'est comme s'il n'y avait pas. Deuxièmement, le misbéach, l'endroit du misbéach, on n'a pas besoin pour le Korban Pessah, puisqu'on peut faire la shrita dans tout le monde du temple. Il dit la seule raison pour laquelle on ne fait pas le Korban Pessah aujourd'hui, à l'époque du Khatam Sofer à 200 ans, il dit c'est à cause du sultan. C'est-à-dire le sultan turc qui ne nous laissera pas faire le Korban Pessah. Donc on ne peut pas le faire. J'ai envie de te dire, la seule raison pour laquelle on ne fait pas le Korban Pessah aujourd'hui, en vrai, c'est à cause de Mishteret Israël, que l'État d'Israël et la police ne vont pas nous laisser arriver avec des agneaux au mont du Temple. C'est la seule véritable raison. Ah oui, mais t'inquiète pas. On ne va pas se préparer à amener un korban. Personne d'entre nous n'a commandé son agneau. Personne d'entre nous ne se dit que peut-être ce serait le moment. Et vous savez quoi? On se trouve plein d'excuses. De ma voda azot lachem. C'est que lorsque le Chacham, il est théoricien, le Racha, lui, il amène tous les problèmes de comment on va traduire ça. Je parle du Korban Pessah, mais vous savez, je pourrais parler de tellement d'autres choses. Tout le monde sait que théoriquement parlant, il faut habiter en Eretz Israël. Et combien il y en a qui se trouvent des excuses, bonnes ou mauvaises, pour ne pas faire l'Alia? Tout le monde sait qu'en vérité, il faudrait faire preuve de Havat Israël. Et combien il y en a qui trouvent des excuses, béfoal, pour critiquer et faire du Lachon Hara toute la journée? C'est le passage du Chacham au Racha. Le Chacham, on lui a dit, maintenant il est temps que tu sois Gadol, et on lui a appris toutes les choses. Mais traduire cette théorie à la réalité, ça passe par un état de rejet. C'est quoi? J'ai pas envie d'être Gadol. Je préfère être Katan. Seulement, tu peux pas rester à ce niveau-là. Et une fois qu'on t'a donné toutes les explications et qu'on t'a démonté tous les arguments qui ne sont pas des arguments, alors tu passes du rachat au tam. Tu deviens le tam. Ve'atam, comme son nom l'indique, il n'est pas du tout un. Repose-les. Le tam, il n'est pas du tout simplé. Le tam, il est shalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Tam, Masechet Brachot. En araméen, on dira salik, mais en hébreu, on dit tam. Ça veut dire mouchlam, shalem. Yaakov, Avinu, il s'appelle Ishtam, Yoshev Ohalim. Quoi, Yaakov, il était simplé? Khalila. Tam, c'est shalem. Ça y est, ou mashlim, ima ouvda, qui doit être gadol. Harachacham, c'est celui qui apprend qui doit être gadol. Harachat, c'est celui qui, une fois qu'il est mis devant ses responsabilités, il dit oh, calme-toi. Atam, c'est celui qui ne peut plus se cacher. Ça y est, j'ai intégré que je dois être gadol. Et donc, du tam, il devient le sheino yodé alishol.
Ou lo yodea lishol yoter. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, il a décidé d'agir. Il n'est plus dans la théorie, le she'eino yodea lishol. Ou lo yodea lishol she'elot. Ou lo yodea. Il ne sait pas poser la question, il ne sait pas être dans la théorie. Il est celui qui va agir. Vous comprenez de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de comment est-ce que quelque chose qui pouvait être chametz va devenir matzah et va utiliser toutes les forces qui auraient pu me faire tomber, mais qui auraient pu aussi et qui vont me faire grandir. C'est de ça qu'on parle. Les machals. J'en ai déjà parlé souvent, mais c'est exactement de ça qu'on parle. On parle de la fierté du papy, de l'arrière-grand-père, qui voit ses enfants et petits-enfants, petits-enfants qui gèrent le seder. C'est Agdoula de voir que les enfants ils deviennent gadol. J'en parle souvent, mais à un moment donné, un jour, je vous la ferai parvenir. Mais attention, vous avez ici l'officiel. Attention, vous avez le commentaire de la Haggadah, écrit par ma fille. Un vrai commentaire de la Haggadah, attention, hein, pour de vrai, hein, écrit par ma fille à l'occasion de sa bat mitzvah. Et il y a un truc qu'elle a dit que je voudrais vous partager avec vous parce que c'était génial. Il n'y avait qu'une enfant de 12 ans israélienne qui pouvait écrire ça. Elle nous dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Al-Ahmania? Ça on connaît, Manitou, c'est pas ma fille. Manitou nous explique que Al-Ahmania ça commence en araméen parce que c'est la langue de l'exil et on arrive à les Shana Abba Benechorin en hébreu parce qu'on sort d'exil. Vient ma fille et nous dit, ouais mais attends, donc tu fais juste avant ça, tu as fait Kadesh, Urchatz, Karpas, et Karpas, tu as trempé le céleri dans l'eau salée. On a l'habitude de dire que ça représente les larmes de nos ancêtres en Égypte. Mais ma fille nous dit, mais ça c'était bien pour ceux qui parlaient araméen, qui étaient dans une réalité d'exil. Mais lorsqu'on est sorti d'Égypte, on ne pleure plus sur le passé. Au contraire, on pleure de joie sur ce qu'on est en train de construire. Est-ce que le soir du Seder, on ne parle que de la sortie d'Égypte? Ou du moins, est-ce qu'on parle que de l'esclavage en Égypte? Ou est-ce qu'on se concentre sur la sortie en elle-même et sur ce qu'on est en train de faire après? Liot Gadol, c'est prendre conscience que lorsqu'on trempe dans l'eau salée, c'est les pleurs de joie d'être revenu à Jérusalem. Liot Gadol, c'est de voir la nouvelle génération et de l'entendre dire « Papy, regarde, c'est moi qui gère ». Alors ça veut pas dire qu'on va lui enlever son kavod, bien sûr qu'il kiffe Papy de gérer tout. Mais en vrai, il va me voir que je suis là pour continuer ce que lui, il a commencé. Vous savez, et ça, je pense que ici tout le monde le sait, André Neher disait Mazé Yehoudi. C'est quoi un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui a des petits-enfants juifs. Parce que s'il a réussi à avoir des petits-enfants juifs, c'est que la transmission des générations a marché. Et donc, rétrospectivement, ça veut dire qu'il est Béhémet sorti d'Égypte. Rabotai, Yochevet, elle est née Ben Achomot, nachon? Lévi, il descend en Égypte. Et puis après Lévi, c'est-à-dire que Lévi, il est né en Eretz Israël. Enfin, il est né chez Lavan, mais il a grandi en Eretz Israël. Et Lévi, il part en Égypte. Et il traîne avec lui 3 générations d'exil. Il y a Lévi, ensuite, on va avoir Kehat, et on va avoir Amram. La vraie Sheila, est-ce que Lévi, c'est un juif?
c'est qu'est-ce que Amram il va transmettre à son fils. Est-ce que Kehat, il est juif quand il voit Moshe Rabbeinu, son petit-fils, sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Alors oui, il est un juif. Ça y est, il prend la pleine mesure de ce que c'est que cette matzah qui n'est pas devenue chametz. Ushmartem et matzot, il y aura marqué dans la Torah, pour qu'elles ne deviennent pas chametz. Elles avaient tout pour le devenir. Et toi, tu as réussi à prendre tout ça et en faire quelque chose d'extraordinaire, qui n'a pas été mahmitz, mais qui a été matzah. Et la reine terminerait en disant que matzah isha matzah tov. Et d'après l'enseignement de la Kabbalah, Yetziat Mitzrayim, c'est comme zivug ben Akadosh Baruch Hu leknesset Israël. Hamatzah rabotai. D'après l'enseignement de la Kabbalah, la matzah, elle s'appelle matzah parce que Akadosh Baruch Hu omer matzah isha. Lui, il est le khatan. Et nous sommes la isha. Matzah isha, matzah tov. Nous sommes la matzah. Nous sommes celui que Akadosh Baruch Hu a trouvé pour réussir à parfaire sa création, à prendre nos responsabilités, à devenir Gdolim et à faire de la sortie d'Égypte ce que le Rav Kook disait et écrivait d'ailleurs avec brodé sur sa mappa de Shabbat, que la sortie d'Israël d'Égypte restera à jamais le printemps pour toute l'humanité. Néer n'a pas eu d'enfant. Nous, il y a des gens qui ont des enfants, comme le Rabbi Lubavitch, il n'a pas eu d'enfant, comme le Rav Tzviouda, il n'a pas eu d'enfant. Mais ça ne les a pas empêchés de mettre en place des générations et des générations qui leur sont redevables. C'est où? C'est ça que je voulais vous dire. Je vois qu'il est 45 et que le Rav Bochko va arriver. Donc, Chag Samer, s'il y a des questions avant que le Rav arrive, c'est parti. Voilà, je n'ai pas dit exactement ce que j'ai dit hier. Oui, j'ai vu, j'ai écouté. Tu as bien rajouté, Hazak. Voilà, s'il y a des questions, sinon. Je vois le Rav Bochko qui est là. Une seconde. Shalom, Rav, vous pouvez ouvrir votre micro. Alex, tu as une question? Non, juste pour dans la continuité de ce qu'a dit Ethan, j'ai d'Afka écouté un cours sur Lavan chez Bikesh Takol et que Yaakov, il avait toujours, et toute l'histoire de Yaakov est autour de Pierre, de Havanim, et ce événement qui est Av et Ben, et que Yaakov, il voulait, et que Lavan, il voulait détruire cette continuité entre père et fils, quoi. יפה מאוד. יפה מאוד. Yofi. Chazak ou חזק Baruch. וברוך. Reste un Ouais, cachot non. et ça me